de mon enfance à Belleville, dans une famille d'immigrés juifs polonais, libertaires, qu'est née ma vocation de militant. La pauvreté, les menaces fascistes et le vent frais du Front populaire y ont soufflé tour à tour, plongeant très jeune l'enfant que j'étais dans le bouillonnement de l'histoire. Mon nom est Charles Palin. Voilà qui sonne très français. Et pourtant, Palin est un nom polonais qui désigne, me semble-t-il, un jeu de ping-pong ou de pelote basque. Ce nom, qui m'a en réalité servi de prénom, a souvent joué le rôle de laisser-passer durant la guerre face aux persécutions anti-juives. Un temps du moins. Je suis née à Paris le 27 septembre 1922. Ma mère venait tout juste d'arriver en France, où mon père l'attendait depuis plusieurs mois. J'ai donc voyagé depuis Varsovie, dans le ventre de ma mère, qui tenait un enfant dans chaque main. Mes frères et sœurs, Jean et Paulette. Ce n'était pas un voyage tranquille, mais mes parents n'en étaient pas à leur coup d'essai en matière d'émigration. Ils avaient fui une première fois la Pologne après leur mariage, au début du siècle, pour se rendre en Angleterre, puis, attirés par les promesses de la révolution russe, avaient tenté de vivre en Russie en 1920, avant de s'y sentir à l'étroit et de choisir finalement la France. À Belleville, nous habitions un 2 pièces avec cuisine, rue Ramponneau. Mon père exerçait toujours son métier d'ouvrier tailleur, plus précisément mécanicien, travaillant à la machine à coudre. Machiner, chiner, comme on disait en yiddish. Il exerçait tour à tour à l'extérieur et à domicile, ainsi que cela se faisait beaucoup à l'époque. À la maison, l'entouraient 1 ou 2 machines et la table des finisseuses sur laquelle des dames terminaient le travail en cousant les doublures des vêtements. Je me souviens d'un père travaillant autant qu'il était possible, tant que durait la saison. J'ai d'ailleurs attendu d'être à l'école pour apprendre qu'il y avait en réalité 4 saisons dans une année et non pas 2. À la maison, on parlait constamment de la saison et de la morte saison. La première durant laquelle il ne fallait abuser de rien pour n'être pas contraint, pendant la seconde à se priver de tout. Notre quartier était peuplé en grande partie d'immigrés, de cette vague d'immigration d'Europe de l'Est d'après la Première Guerre mondiale. C'était plus Babel que Belleville, et même les Français de souche du quartier se sentaient immigrés. Les pauvres ne sont-ils pas toujours les immigrés de la société ? Chacun pouvait parler sa langue sans crainte en déambulant sur le boulevard de Belleville, et déplier un journal en yiddish dans l'autobus n'était pas un problème. Mes parents, ne sachant pas parler le polonais, nous parlions yiddish à la maison. La Pologne qu'ils avaient quittée était un pays divisé où les Juifs, dans les villages, ne parlaient que le yiddish. Ce à quoi, pour mes parents, s'ajoutait l'écran de la double immigration. Ils arrivaient en France avec déjà un passé anglais. Une fois en France, ils n'ont donc jamais parfaitement maîtrisé le français, mais cela ne les a pas empêchés de vivre pleinement la vie de leur quartier, ni de s'impliquer dans les débats politiques de la France et du monde. Voilà pour le tout début. Apprenti maroquinier. J'étais plutôt un enfant dégourdi, en avance sur son âge, au sens où je me portais toujours au devant des responsabilités. Ainsi, je me suis engagée dès l'âge de 15 ans à la LICA, Ligue internationale contre l'antisémitisme.
l'association antiraciste de l'époque fondée par Bernard Lecache. Malgré ma jeunesse, j'étais déjà un militant connu de la LUCA avant la guerre. Membre du comité de la Fédération de la Seine, j'étais secrétaire de mon comité du 20e arrondissement. Il me semble aujourd'hui avoir été victime d'une maturité précoce. Dès avant le mariage de mon frère aîné en 1937, j'étais devenu le chef spirituel de la famille. À 13 ans, je travaillais et à 15, j'étais délégué de la CGT. Dans tous les groupes et organisations que j'ai fréquentés, j'ai toujours été le plus jeune, parfois de 20 ans par rapport à mes homologues qui me traitaient pourtant en égal. Au fond, j'ai peu été adolescent. D'enfant déjà engagé, j'ai fait un bond vers l'âge adulte à la mort de mon père. C'est peut-être l'adolescence qui m'a le plus manqué. Je sais que c'est une période difficile, mais c'est aussi celle que, je suppose, où l'on s'amuse. Je crois avoir connu plus de choses intéressantes que de choses amusantes dans ma vie. Je me suis distrait, certes, car je faisais preuve d'un certain humour, mais je ne me suis pas beaucoup amusée. En mars 1935, en pleine année scolaire de mon cours complémentaire commercial, ma mère m'explique, la mort dans l'âme, qu'il serait bon que je travaille. À la maison, l'argent se fait rare. L'hiver est particulièrement rigoureux. Le cartable pèse lourd sur mes épaules durant mes trajets et les fournitures obligatoires deviennent de semaine en semaine plus onéreuses. Je suis affectée par la demande de ma mère, mais pas outre mesure, car je me sens davantage un bourreau d'apprendre qu'un bourreau d'études. À 12 ans et demi, comme la loi m'y autorise, j'entre donc comme apprenti chez un petit patron maroquinier. À l'époque, 12 ou 13 ans était un âge normal chez les enfants de pauvres pour commencer à travailler. Les plus chanceux, comme moi, avaient eu le temps de passer leur certificat d'études, un diplôme qui sanctionnait bon nombre de connaissances et avait alors une réelle valeur. Je me fais embaucher comme apprenti chez un maroquinier, tout simplement parce qu'il est installé à 100 mètres de chez nous et que je n'ai pas de goût particulier pour la couture, le secteur de mon père et de mon grand frère. Monsieur Zoltobrok, qui, j'espère que je le prononcer correctement, est comme mes parents un juif immigré. Je lui deviens vite indispensable car je ne suis pas malhabile de mes mains et surtout j'applique immédiatement ce que je viens d'apprendre au cours commercial. Je sais écrire une lettre, parler à un client, téléphoner, si bien que 2 mois après mon arrivée, mon maigre salaire, basé sur 75 centimes de l'heure, est doublé. 1936. Toujours Charles Palon. Comme presque tous les secteurs, la maroquinerie a été touchée par la grève. Un après-midi, vers 17h, 2 messieurs d'une trentaine d'années se sont présentés à l'atelier et ont demandé à parler au personnel. En me désignant, mon patron a dit « c'est lui ». Les 2 hommes se sont regardés, un peu décontenancés, et sans me demander d'arrêter le travail, m'ont informé que c'était la grève générale dans la maroquinerie. Si c'est la grève, alors je m'arrête, ai-je répondu. Je crois que je suis en grève, ai-je dit à mon patron en me tournant vers lui. Ce à quoi il a répondu, d'accord. Étant lui-même ancien mineur, pas de ces grands patrons dirigeant des milliers de personnes, il ne me désapprouvait pas. Je me suis lavé les mains, pleines de colle, comme tous les jours dans notre métier, et me suis demandé ce qu'il fallait faire quand on était en grève. Les 2 hommes, des syndicalistes, comme je l'ai appris bien vite, m'ont proposé de les accompagner à la bourse du travail située rue du Château d'Eau, du côté de la place de la République. Reviens me dire si la grève continue, m'a lancé mon patron avant que je parte, et il s'est remis au travail.
À la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau, l'activité est débordante. Toutes les salles sont occupées par des travailleurs des différents métiers. Sur un tableau d'affichage, je lis « Maroquinerie, demain, 10h, réunion des délégués ». Il me semble que c'est le lieu où j'obtiendrai le plus d'informations sur la poursuite ou non de la grève. Le lendemain, à 10h, je reviens et me place dans la file d'attente pour l'inscription des délégués. Je ne suis pas encore très grand et l'homme qui prend les noms ne s'adresse pas à moi. Passant directement de celui qui me précède à celui qui me suit. Je proteste. Alors, et moi, on ne m'inscrit pas? Mais tu es délégué? Ben, bien sûr que je suis délégué. Ben, tu as été élu? Oui. Par qui? Ben, par tout le monde. Vous êtes combien? Je suis tout seul. Il prend mon inscription et me voilà intronisé délégué syndical de mon entreprise. Quand la réunion commence, des militants aguerris sont appelés sur scène. Ma surprise est grande lorsque j'entends appeler le plus jeune délégué de la corporation et peut-être même de Paris, Charles Palin. C'est ainsi que pour la première fois de ma vie, à 14 ans, je monte à une tribune. Comme des milliers d'autres, j'ai adhéré au grand syndicat réunifié, la CGT, Confédération Générale du Travail. Vichy prend les devants. La loi du 3 octobre 1940, portant statut des Juifs, n'a que peu de réel impact sur la vie quotidienne des petites gens de l'immigration que nous sommes. Le statut indique qui est considéré comme juif et énonce la liste des professions désormais interdites à cette population. Des fonctionnaires de tout grade, des enseignants, des officiers, des metteurs en scène, des directeurs, gérants et rédacteurs de journaux, des compositeurs et bientôt des médecins et des avocats doivent quitter leur bureau du jour au lendemain. Ils se retrouvent désœuvrés et souvent sans ressources. Avant de les déposséder de leurs biens, le statut cherche à déstabiliser socialement les juifs intégrés depuis longtemps en France et exerçant les fonctions administratives ou des professions libérales. Est juif celui qui a 3 grands-parents juifs. Voilà ce que dit le statut. Peu importe que l'on pratique ou non la religion juive. Les plus avertis affirment que le texte comporte des clauses encore plus draconiennes que la définition du juif donnée par les lois de Nuremberg, le pacte raciste du régime hitlérien. Tout cela est tragique, mais tellement stupide aussi que nous ne pouvons pas nous empêcher d'en rire parfois. À notre échelle, sur les devantures des boutiques du quartier apparaissent les fameuses affichettes jaunes indiquant, en français et en allemand, « affaires juives ». Certains commerçants, blessés dans leur orgueil, ont la naïveté de placer dans leur vitrine leurs photographies de militaires couverts de médailles de la Première Guerre mondiale. Ces témoignages de patriotisme ne sont d'aucun effet. La perversité de la loi est qu'elle repose sur la déclaration volontaire. Dès le 27 septembre, Vichy a fait appliquer l'ordre allemand de recensement de tous les juifs de la zone occupée par déclaration dans les commissariats de police. L'incompréhension s'installe. Pourquoi déclarer un État que tout le monde connaît dans le quartier? Et le dilemme s'invite dans les familles. Faut-il aller se déclarer? Mais qui oserait s'y soustraire? Nous sommes encore convaincus de vivre dans le cadre d'un état de droit auquel il est plus dangereux de se dérober que de se soumettre, et qui pourrait soupçonner les objectifs réels du recensement.
Bien sûr, il n'annonce rien de bon, mais être juif n'est pas encore une maladie honteuse, ni un mal dont on peut mourir un jour prochain. Pour la plupart des personnes concernées, dont nous faisons partie, le réflexe légaliste l'emporte. Ça sent pas bon tout ça. Au fond du bistrot, je retrouve quelques camarades avec lesquels je militais à la LICA, avant la guerre. Il nous vient une idée géniale. Démentir par écrit ce que la propagande anti-juive répand dans les journaux, puis recopier ce texte 5 fois, 10 fois sur des bouts de papier que nous glisserons sous les portes. Il nous semble que c'est ce qu'il faut faire, du moins c'est quelque chose que l'on peut faire. Dans notre arrière-salle, nous écrivons que les juifs travaillent comme les autres, paient leurs impôts à l'heure dite, sont des citoyens ordinaires, le b.a.-ba, sans nous exhiber. Nous ne nous cachons pas non plus, ou presque pas. Aucun de nous, à part quelques camarades communistes, n'a encore fait l'apprentissage de la clandestinité. Et pourquoi l'aurions-nous fait? Durant l'année 41, la propagande anti-juive s'intensifie. Les mesures s'ajoutent aux mesures et un matin du mois de mai 1941, 5000 juifs, dont de nombreux voisins, reçoivent une feuille verte. Elle semble principalement adressée à des hommes étrangers, en rupture avec leur pays d'origine, mais présents en France de façon tout à fait régulière. Nous ne sommes donc pas concernés, puisque mon père est mort, mon grand frère anglais ne vit plus avec nous, et Max et moi sommes français. Intitulée Contrôle d'identité, cette feuille verte est une convocation à venir se présenter à la police, accompagnée d'un membre de sa famille ou d'un ami. Il faut également se munir d'un gobelet, d'une couverture et d'une pièce d'identité. Quelques personnes ont le sang-froid de l'ignorer, d'autres y pensent, mais ne pas obéir, c'est prendre le risque d'exposer sa famille. Faut-il sortir de la légalité? Comment vivent des clandestins? Sur les 5000 personnes convoquées, probablement, les 3/4 vont répondre à l'appel. Une fois sur le lieu de convocation, l'accompagnateur avait 2 heures pour ramener des vêtements de rechange à son parent, qui ne quittait ainsi plus les mains de la police. Les victimes de la feuille verte seront les premiers juifs internés dans les camps de détention ouverts à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, près d'Orléans. Pour certains d'entre eux, envoyés comme ouvriers dans les fermes des alentours, cet été 1941 sera une semi-liberté. Quelques-uns pourront expédier des colis à leur famille et recevoir des visites avec l'indulgence des gendarmes. Cette détention arbitraire reste un mystère. Sans mesure excessive, sans brutalité, elle durera 8 ou 9 mois et beaucoup s'évaderont. C'est en mars 1942 que le premier convoi emportera des Juifs de France vers Auschwitz. Activité clandestine. Mon appartement lyonnais se situait place Voltaire, dans le quartier populaire de la Guillotière. N'étant ni un hôtel ni une location à mon nom, il constituait un abri protégé par une clandestinité non voulue et qui allait se révéler efficace à un bon moment. Si efficace que cela se sait vite. Je vois arriver chez moi de parfaits inconnus, quand ce ne sont pas des familles entières en quête d'un refuge pour une nuit ou quelques jours, et je dépanne. Comment fermer sa porte à des gens désorientés qui arrivent tard le soir et seront bientôt sous le coup du couvre-feu? J'ai plus souvent couché sur mon matelas d'appoint que dans mon lit durant cette période.
Et c'est ainsi que, sans le vouloir, je vais établir le contact avec des personnes en difficulté, mais aussi peu à peu avec des gens plus engagés et liés, en particulier à des organisations juives clandestines. Ceux qui viennent chez moi sous une identité en repartent souvent 48 heures plus tard sous une autre. Il faut dire que l'on pouvait alors acheter une carte d'identité chez le marchand ambulant. L'enjeu était d'obtenir le tampon d'un commissariat, ce qui se faisait grâce à un tel qui connaissait un autre, qui avait lui-même des connivences, voire des complicités avec tel fonctionnaire, ou passer une nuit. Qui connaît ce type à la mairie ? Tous ces actes de lutte dispersés, qui ne s'appelaient pas encore la résistance, n'étaient accomplis de façon ni très structurée, ni très prudente. Ils se mettaient en place, bribe par bribe, tuyau par tuyau, et d'abord entre les personnes organisées avant la guerre. Scouts ou communistes, sportifs ou paroissiens, campeurs ou militants antiracistes, les plus actifs durant la guerre ont été ceux qui avaient déjà connu une vie engagée avant le conflit, quelle qu'ait été leur activité ou leur obédience politique. L'un de mes premiers contacts à Lyon a été un représentant de ce qui allait devenir l'Union des Juifs pour la résistance et l'entraide. Cet homme m'a proposé de me rendre auprès de certaines personnes qui pourraient souscrire au fonds de solidarité que l'organisation cherchait à mettre en place. Il s'agissait d'apporter un soutien financier aux familles des emprisonnés et des internés dans les camps de Pithiviers, Beaune, la Rolande et bientôt Compiègne et Drancy. Ma première mission m'a ramené à Vichy. J'allais à la rencontre d'un riche commerçant juif possédant une prestigieuse affaire près de l'Opéra, à Paris, et qui s'était réfugié dans sa succursale de Vichy. Arrivé à sa boutique, j'ai repéré l'homme, insisté pour qu'il vienne faire quelques pas dans le parc avec moi, et je lui expliquai le but de ma démarche. J'étais très émue, autant par les situations difficiles que j'évoquais, que par cette position de démarcheur, nouvelle pour moi, qui plus est face à un homme d'une certaine importance. Lui aussi semblait touché, mais soudain il a pris peur. « Mais vous n'avez pas honte de venir me parler d'une chose comme ça? Je risque ma vie, allez-vous-en, je ne veux pas en entendre parler. » Je suis partie. Évoquer ce commerçant plus tôt que beaucoup d'autres qui m'ont fait meilleur accueil peut sembler injuste. Mais il se trouve que j'ai retrouvé cet homme dans les années 50. Il cherchait coûte que coûte à rencontrer un témoin qui pouvait lui parler de son fils mort à Auschwitz. Justement, Pierre, son fils, avait été un de mes bons camarades de camp et je me souvenais des circonstances de sa mort. Je ne me suis pas dérobée. C'est dans l'un des bureaux de son affaire parisienne, retrouvée après la guerre, que nous nous sommes rencontrés. J'ai évoqué le souvenir de son épouse et de son fils, arrêtés à Nice en 1943 et déportés à Auschwitz par le même convoi que moi. À un certain moment, nous ne pouvions plus parler, ni l'un ni l'autre. J'ai relancé la conversation comme j'ai pu. Vous vous souvenez de moi, monsieur? Oui, je crois que oui, mais je ne sais plus vraiment. Vous vous souvenez de ce jeune homme avec lequel vous avez parlé dans le parc de Vichy en 1941? Il essayait de vous dire qu'il y avait des hommes qui risquaient leur vie dans la clandestinité et que c'était le devoir de ceux qui le pouvaient de leur donner les moyens de combattre. À mon grand étonnement, il se rappelait exactement les mots que j'avais employés alors. Mais oui, je me souviens. Vous m'avez dit, il faut me donner le prix d'un revolver.
et je vous ai chassé, et je n'ai pas voulu vous écouter. Et je sais aujourd'hui que j'aurais dû vous donner le prix d'un canon. Ça va ? Il nous reste encore beaucoup de choses à lire. Je disais à André, parce qu'il m'a proposé quand même un certain nombre de... Je dis ça va faire très long. Mais j'ai pas... C'est très difficile de faire des couples. Je trouve tout passionnant. Donc si vous voulez une toque, je continue, mais j'en suis à peine au tiers là, de tout ce que j'ai. Hein. Donc quand là j'en suis à Charles Palan 6, et Charles Palan il y a 16 ans. Donc j'en suis même pas au tiers, parce qu'il y a aussi après Henriette Kerman. Donc je vais peut-être pas tout lire, bien que tout soit passionnant. Hein, parce que je voudrais lire aussi des extraits du livre de Henriette Kerman. Donc je vais sauter à mon grand regret des... Non, moi je pourrais proposer quelque chose. Vas-y. Parce que j'ai remarqué que le sort de mes parents et le sort de Palom, Charles, c'est ça? Oui, oui. Se superposent complètement. Si tu veux, pendant que tu prends un peu d'eau, je peux dire des choses. Bien sûr, bien sûr. Alors, finalement, tous les deux. Alors, Kerman n'est pas un non-juif, mais mon père s'est fait sortir du rang sur le front du Rhin en 39, c'est ça. Parce que il fallait chasser toutes les personnes, chasser la juiverie de l'armée. Parce que c'était forcément des gens qui allaient trahir. La première, ça c'est, il s'est fait sortir, il a fallu qu'il certifie que c'était un nom breton notamment. Et la deuxième chose pour laquelle il s'est fait sortir des rangs, c'est qu'il était le seul à savoir monter les canons qui venaient d'être apportés en pièces détachées dans des caisses, parce que c'était un grand lecteur de sciences et vie. Ça veut dire que à l'armée, on ne tolérait ni les juifs, ni les gens qui savaient se cultiver. Et alors on est tous nés, mes parents et mes grands-parents des deux côtés, on est tous nés derrière la mairie du 20e arrondissement à l'hôpital Tenon. C'est le quartier. Oui. Et lui, il vivait à Belleville, et nous, on vivait à Ménilmontant. Et c'est les mêmes, je remarque, c'est les mêmes, vraiment le même profil de vie. Ils ont tous résisté, mais c'était des gens engagés avant le conflit, notamment antifascistes et pacifistes. Et mon père, parce qu'il était communiste, a été enfermé à Chartres au moment de la signature du pacte germano-soviétique. Je dirais un extrait de ça. Dénoncé par sa concierge qui voulait récupérer le logement. Et le sort des Juifs est totalement similaire. Parce que les pauvres qui ont pu revenir de déportation n'ont plus jamais rien retrouvé, la plupart du temps, surtout quand ils avaient été dénoncés. Donc tu vois, ça permet un petit peu de... Et c'est le même... Et pour le travail, c'est pareil. Mon père était apprenti maroquinier, ma mère apprentie brodeuse. Ils habitaient au Lilas pendant qu'il habitait Belleville. Et pour ceux qu'ils ont bénéficié, je dirais, je ne sais pas si les historiens le savent, mais après la guerre de 14, ont été créées dans les banlieues notamment, mais partout, des sociétés de loisirs et de culture pour le peuple. Et les jeunes gens et les jeunes filles, c'était le seul, de la classe ouvrière, c'était le seul endroit où ils pouvaient exercer leur talent. Et moi, ce que je remarque, c'est pas pour rien qu'il écrit ensuite. Je remarque que les gens de la classe ouvrière avaient beaucoup de talent et beaucoup de créativité qui a été sacrifiée par la société dans laquelle on les faisait vivre. Et c'est là que mes parents se sont rencontrés. Et elle, sa carrière de chanteuse, puisqu'elle était soprane, a été arrêtée par la guerre. La Bourse du Travail, rue du Château d'Eau, mon père, syndicaliste du ciment et maçonnerie,
a pris d'assaut en 1944 la Bourse du Travail, sous les feux des Allemands, je préfère dire les nazis, les soldats, ils n'étaient pas tous nazis, de la caserne du Prince Eugène en face, pratiquement. Vous connaissez tous la place Larouche. Et ensuite, moi, j'ai débuté syndicalement dans la grande salle de la Bourse du Travail en 1954, rue du Château d'Eau. Donc pour dire que, si je vous dis ça, c'est aussi parce que j'ai travaillé avec des élèves de lycée et de collège et qui posaient des questions sur y a-t-il des filières de militants après ça? Et je crois que oui, c'est pas pour rien. Oui, il insiste là-dessus d'ailleurs. Oui, il insiste, voilà. Ils faisaient tous partie de mouvements, ils étaient tous engagés. Ils étaient tous engagés. Et quoi qu'étant, alors je ne sais pas, si il est sorti de l'école dans sa 14e année. Oui, c'est ça, avec un certificat d'études. Ouais. Et ma mère est sortie de l'école le 23 décembre. Elle avait juste 12 ans, c'était son jour anniversaire. Et mon père, lui, il n'est pas allé à l'école parce qu'en 1914, il était né en 1909. Et pendant la guerre de 14-18, les écoles à Romainville étaient occupées par l'armée. Parce que les locaux qui étaient disponibles vers la Marne, Romainville, c'est à l'est, étaient occupés par les armées. Et il a appris à lire sur les cartes d'alimentation. Ça ne l'a pas empêché de devenir responsable du syndicat. Voilà. Et donc, effectivement, il y a quand même toute une orientation dans la classe ouvrière pour se sentir concerné dès le départ par un conflit comme celui-là. Ça vient de loin. Et alors, je te redonne la parole, et c'est tout, enfin, c'est comment dirais-je, des ouvriers, et chez mon père, ça venait de loin, parce que la famille de son père était, comment dirais-je, poursuivie après la Commune, ont été condamnés par contumace pour avoir créé des communes, notamment à Saint-Ouen. Donc ça vient de loin, ça. Voilà. C'était un peu pour... Oui, pour mettre en avant les similitudes.